Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, nous démarrons aujourd'hui notre 15e Belleville Academy. Alors, certains d'entre vous nous suivent régulièrement et nous les en remercions, et d'autres parmi vous nous connaissent peut-être un peu moins. Donc, Belleville Management en quelques mots. Donc, cabinet de management de transition, pure player. Nous sommes aujourd'hui 65 collaborateurs. Nous sommes présents à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Strasbourg et Munich. Nous avons un club de dirigeants, le Club Delville, et donc ces cadres viennent partager leurs expertises auprès de notre écosystème à travers la Delville Academy. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin Cyril Dupelou, président de MySeedCap, société d'investissement spécialisée dans l'amorçage et l'accélération de start-up. Et bien évidemment, Cyril est membre du Club Delville. Cyril va nous parler des leviers de succès pour les startups en phase d'amorçage. Alors, pendant cette intervention, je vous propose de poser vos questions dans la partie Q&R en bas ou en haut de votre écran. Cyril, je te laisse donc la parole. Bonjour et merci pour cet espace. Je vais commencer par dire quelques mots sur la genèse de MySeedCap. Donc moi, je suis ingénieur de formation, XPON. J'ai donné quelques années courtes à l'État dans le secteur de l'énergie, puis je suis rentré dans le monde des grands groupes où j'ai navigué une bonne partie de ma vie chez Bouygues pour la privatisation de TF1. Donc, j'ai fait un parcours média en tant que dirigeant de TF1, directeur général adjoint de TF1. Puis, je suis resté dans ce secteur en dirigeant le câble. Ça s'appelle maintenant Numéricable. Et j'ai aussi lancé un bouquet satellite, TPS, qui a ensuite fusionné avec CanalSat. Puis j'ai dirigé Bull, société informatique. Et enfin, toujours grand groupe, j'ai passé 15 ans chez Veolia, où je me suis occupé successivement de l'activité déchets sur l'Europe. Et puis ensuite, j'étais PDG de Veolia Transport, qui s'appelle aujourd'hui Transdev. J'ai dirigé les activités américaines et puis j'ai terminé en pilotant un plan de transformation du groupe pour réduire la dette, redonner plus de rentabilité, changer les organisations, etc. Voilà. Et j'ai vu approcher la retraite en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Mais entre-temps, un collègue, camarade, m'a donné l'opportunité d'investir dans une start-up qu'il a créée, deux start-up dans les télécoms. Donc, je me suis trouvé au bord de start-up. Ça a pas mal marché. Il a réussi à revendre. Et avec l'argent de la revente, lui, Alain Rousselin, a commencé à investir dans d'autres startups et je l'ai fait avec lui. Et voilà, et de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, ça serait sympa, mais plus par plaisir et par envie de rester un peu dans le business et de fréquenter des jeunes, on s'est mis à investir dans un certain nombre de startups. Et ça s'est terminé par l'idée de créer un fonds pour industrialiser cette envie d'investir dans les startups. Donc, on a créé le fonds en 2018, qu'on a spécialisé dans l'amorçage. L'amorçage, ça veut dire que on a investi dans des sociétés qui venaient d'être créées, qui avaient en moyenne 1 an d'âge à peu près, euh, tout secteur confondu. Notre seule ligne était d'être en digital et B2B. On a écarté le B2C pour des raisons de niveau d'investissement. Et on a levé de l'argent, enfin, on a mis un peu de nos sous, et on a levé de l'argent avec des amis, des gens qu'on connaissait. Et on a donc rassemblé une trentaine de business angels. Euh, et à partir de là, on a fait une quinzaine d'investissements
sur les 3 ou 4 premières années. Alors, l'idée, c'est de vous donner un petit retour d'expérience sur où on en est, et quels sont, d'après ce qu'on a vu, nous, les principaux critères de succès et quels sont les principaux obstacles qu'on peut rencontrer dans ce métier que j'ai découvert, puisque je suis passé de ce statut d'animal de grand groupe, dirigeant dans des grands groupes, à amorceur de start-up. Euh, le, il est facile de trouver les startups. Moi, j'avais une inquiétude en disant, mais comment on va faire pour rencontrer des startups dans lesquelles on pourrait investir et faire de l'accompagnement, parce que les deux sont liés. On investit en moyenne, on met 300 000 euros par ticket dans l'amorçage, en moyenne. Et puis surtout, effectivement, on propose de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on dit aux fondateurs, on est là pour vous aider et on peut vous aider peut-être au plan commercial à trouver des clients, puisqu'on est en B2B. Et puis, on est à votre disposition au travers du board ou quand vous voulez, à la fois pour vous aider à réfléchir à la stratégie et puis quand vous rencontrez des problèmes pratiques liés à des recrutements, liés à des financements ou à d'autres problèmes que ces jeunes fondateurs peuvent rencontrer. Donc, on n'a pas eu de mal à trouver des startups. Ça vient tout seul. Vous êtes tout de suite repéré comme étant un fonds disponible sur la place et vous recevez un flux de demandes d'investissement. Et donc, on a démarré à l'été 2018 et on a fait nos 15 opérations, puisqu'on en est à 15, sur 3-4 ans. Donc, ça va assez vite. Euh, et si j'avais à résumer, et je vais le faire là sur cette prochaine slide, si j'arrive à y passer. Ah non, pardon. Les principaux enseignements qu'on a pu trouver sur les clés du succès. Non, mais ça va arriver. Ça va arriver. C'est pas grave. Ça met du temps parfois. C'est pas grave. D'accord. Alors, la première chose, c'est que on s'intéresse en tout premier lieu à la personnalité des fondateurs. Voilà. Et ça, c'est un peu contre-intuitif, mais on est arrivé très vite à une première conclusion, c'est qu'il fallait qu'on ait un duo ou un trio d'associés fondateurs, si possible à égalité. Alors c'est contre-intuitif parce que quand on est habitué aux structures et aux organisations des grands groupes, il y a un CEO, et puis même s'il a son COMEX, il a un board au-dessus de lui, etc. Mais il y a quand même un dirigeant bien identifié et bien dominant dans son secteur, dans son activité. Euh, pour réussir, d'après ce qu'on a vu, il vaut mieux 2 ou 3 fondateurs à égalité. Alors, je n'explique pas ça de manière rationnelle, si ce n'est que c'est quand même très compliqué de démarrer une activité, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas eu encore l'occasion de gérer des activités. Et il y a beaucoup de problèmes qu'on va rencontrer, d'obstacles et de tensions et de stress. Une des raisons principales du stress, c'est que on est toujours à la recherche d'argent ou à court d'argent et qu'on ne sait jamais si on va pouvoir faire les salaires dans un mois, 2 mois, 6 mois ou un an. Et il se trouve qu'on résiste mieux aux tensions et au stress quand on est plusieurs. Et puis je pense que quand on est plusieurs associés fondateurs, on corrige mieux ses bêtises, on partage et on n'est pas tout seul à s'entêter, à partir dans une direction, même si on est dans la mauvaise direction. Donc, c'est quand même un système plus souple. euh, et il faut, pour bien profiter de la souplesse de ce dispositif d'associés, il faut qu'il soit complémentaire.
Alors souvent, on est tombé sur des jeunes fondateurs qui venaient de la même école, donc c'était des camarades d'école. Euh, mais la clé, une des clés du succès, c'est quand même la complémentarité. Il faut qu'il y en ait un qui soit plutôt tech, il y en a un qui est plutôt commerçant, et puis il y en a un autre éventuellement qui va être plutôt l'organisateur et gestionnaire. Il faut que ce qui les rassemble et ce qui leur ait donné envie de démarrer leur activité, ça soit une idée. Ça ne veut pas dire qu'ils ont passé beaucoup de temps à faire une étude de faisabilité détaillée sur un marché, euh, mais ils ont une idée en commun et ça leur plaît. Ils veulent soit, je sais pas, ça peut être, tiens, je vais être une green tech parce que je vais améliorer l'environnement. Ça peut être, je vais aller dans la HR tech parce que je veux mettre à disposition des salariés des outils plus modernes. Il peut y avoir plein de motivations différentes, mais ils ont quand même une idée de départ qui fait qu'ils se mettent ensemble et qu'ils ont envie de marcher ensemble. Bon, la complémentarité dans les compétences, j'en ai dit un mot. Grosso modo, il y a trois types de compétences, le commercial, le technique et la gestion. Et c'est bien si on trouve ça dans l'équipe de départ. Un autre point clé, c'est le pragmatisme. Si on a des gens un peu trop théoriciens, il y a peu de chances que ça marche parce que ils vont partir d'un ou deux clients. En amorçage, nous, quand on rentre dans leur société, cette start-up, ils ont quelques clients et ils font 50 000 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais il faut qu'ils réussissent sur les premiers clients. Donc souvent, ils passent par le stade du POC, Proof of Concept, euh, et il faut qu'ils s'adaptent aux besoins du client. Autre point important, il faut que le dirigeant principal, ou au moins un des dirigeants fondateurs, se sente le premier vendeur. Chaque fois qu'on a eu des dirigeants qui ont dit, tiens, je vais embaucher un directeur commercial et c'est lui qui va me faire grossir mon business, ça aboutit très vite à un échec parce que si le ou les dirigeants fondateurs ne sont pas impliqués comme vendeurs, ils vont pas réussir à accrocher suffisamment les clients. Autre caractéristique importante pour réussir, il faut une hyper-réactivité. Quand vous démarrez, que vous avez peu d'argent ou pas d'argent et que vous êtes avec vos tout premiers clients, il suffit de pas grand-chose pour que ça coince. Et si les premiers clients qui ont pris le risque de faire un bout de chemin avec vous sont déçus ou trouvent un manque de réactivité, ça va pas le faire. Et donc, la réactivité est très importante. Donc, je l'ai dit, la vente, c'est la première priorité, c'est le nerf de la guerre. Et nous, dans notre démarche vis-à-vis des startups qui venaient nous voir, la première chose qu'on regardait, c'était leur pipeline. Et sur un mois, 2 mois, 3 mois, on regardait de près, on observe de près l'état d'avancement, la manière dont leur pipeline bouge. Et c'est leur capacité à faire croître le pipeline qui a toujours été au centre de notre examen et notre analyse. Gérer une start-up, c'est être tout le temps en train de chercher de l'argent. C'est évident. Au départ, c'est souvent de l'argent familial, hein. C'est les copains, la famille qui mettent quelques sous. Et puis très vite se pose le problème de la première levée en amorçage. Et ensuite, ils vont sans arrêt être confrontés, sauf exception, au fait qu'ils ont besoin de l'argent. Et donc, ils vont avoir toujours le nez sur la trésorerie et leur seul KPI, leur seul vrai critère de gestion, ça va être est-ce que je peux payer les salaires
même s'il y a quelques salaires, pas beaucoup de salaires, il faut quand même les payer à la fin du mois. Et souvent, ils sont confrontés à le mur ils butent sur le mur de cash. Et le temps de trouver du financement, ils ont à étaler le paiement des fournisseurs. Bien souvent, ils renoncent pendant quelques mois à leur propre salaire. Et donc, ils sont tout le temps confrontés à ce problème de trésorerie qui est le principal critères de gestion qu'ils vont regarder tous les matins en arrivant au bureau. Moi, j'ai été très impressionné aussi par la quantité de travail que demande la création et la croissance d'une start-up. Les start-upers sont des gens qui savent résister au stress, très important, et qui sont à peu près tout le temps mobilisés sur leur business. Et donc, attends, juste, c'était. Ouais, non seulement il faut résister au stress, mais il faut être disponible 24 heures sur 24, H24. Voilà. J'ai déjà parlé de la réactivité de la vente de la trésorerie, donc je peux passer à la slide suivante. Tac, j'arrive toujours pas. OK. Alors, j'ai mis aussi dans les enseignements, éviter le syndrome de l'animal dominant. C'est un peu dans le prolongement de ce que je disais sur le fait que ce soit des associés fondateurs à égalité. S'il y a un animal trop dominant, ça fait de la casse et il risque de se retrouver tout seul assez rapidement. Et d'autre part, et ça, je dirais, on le voit dans l'accompagnement, puisque nous, on a passé, comme beaucoup de fonds, du temps à accompagner. On a créé une petite filiale MySeed Cap Accélération pour faire de l'accompagnement, essentiellement commercial, mais pas seulement. On fait aussi de l'accompagnement financier, de l'accompagnement RH et de l'accompagnement stratégique. Quand on a plusieurs personnes qui discutent autour de la table, c'est quand même plus facile d'aider à pivoter que si on a un animal dominant qui décide tout seul dans son coin et qui aura du mal à pivoter. J'ai parlé de la trésorerie, le fait d'avoir l'angoisse de payer les salaires. Il faut noter au passage que la plupart des fondateurs sont au chômage et ils sont volontairement au chômage. Ils ont quitté leur boîte avec une rupture conventionnelle typiquement pour avoir leurs 18 mois ou leurs 2 ans de chômage. Et je dirais la plus belle pépinière pour faciliter la création de start-up, c'est la NPE, parce que grâce à la NPE, on a, je ne sais pas si ça s'appelle encore la NPE. Pôle emploi. Pôle emploi, pardon. On est payé à la fin de mois pendant un certain temps. Donc, il faut sans arrêt chercher de l'argent. Ça prend du temps. Donc, il y a des filières bien organisées maintenant, notamment avec la BPI. Et je dirais, sous l'ère Macron, il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en place. Il faut savoir utiliser ces dispositifs. Il y a 2 types de financement. Le non dilutif, typiquement, sont des aides ou des avances de la BPI ou des prêts bancaires ou des PGE, puisqu'il y a eu pendant le Covid la période des PGE. Donc ça, c'est du non dilutif. De même qu'il y a des subventions, crédits de recherche et crédits à l'innovation. Mais il y a aussi évidemment le dilutif, c'est-à-dire des mécanismes d'augmentation de capital avec plein de formules plus ou moins souples. Nous, on a beaucoup utilisé le BSAR, qui sont des bons de souscription d'actions qui prennent en compte une décote qui est garantie par rapport à une future levée de fonds. Et puis, on les a aidés souvent, justement, à aller chercher l'argent, le non dilutif, à la BPI.
Voilà, et puis j'ajouterais que dans cette obsession de la vente, bon, au départ, c'est toujours des nouveaux clients et du new business, mais assez vite, il faut évidemment non seulement garder ses clients, mais vendre davantage sur ses premiers clients et donc trouver le bon équilibre entre le new business et l'upselling. Voilà quelques enseignements qu'on a pu découvrir au fur et à mesure. Si je fais maintenant un bilan au niveau de notre fonds, on a investi 4 millions d'euros sur une quinzaine d'affaires, de start-up. Ça fait un peu moins de 300 000 de tickets moyens. Donc nous, on est vraiment que dans l'amorçage. Même si on va les accompagner vers la série A ou la série B, on ne participe pas à la série A ou à la série B. Au-delà du ticket qu'on met, on est souvent amené à faire des bridges de financement parce qu'il y a des périodes dans lesquelles ils ont besoin d'un bridge. Et donc, on est là pour les aider à passer ce moment-là. Sur 15 opérations, on a eu décès. Deux décès. Alors, ils s'appelaient Hello Garage, l'un et l'autre s'appelait Manners. Hello Garage était une plateforme qui permettait d'obtenir des démarrages, des dépannages à domicile en se déplaçant chez le client. Et l'autre plateforme, c'était une plateforme pour les auto-entrepreneurs qui mettent en relation, Manners, qui mettait en relation des entreprises qui ont besoin d'auto-entrepreneurs avec les auto-entrepreneurs. Bon, dans les deux cas, d'abord, on s'attache beaucoup à chacune de ces startups et en particulier à celles qui ont des difficultés. Moi, j'étais incapable d'accepter l'échec et donc je voulais absolument les aider au maximum. Bon, il faut faire attention, c'est qu'à un moment, il vaut mieux accepter l'échec que de s'entêter. Mais dans un cas, on avait une start-up qui avait investi trop vite et donc a dépensé inutilement, trop rapidement l'argent qu'elle avait. Et dans l'autre cas, la start-up, les dirigeants fondateurs manquaient d'énergie, manquaient de réactivité, manquaient de niaque. Nous avons déjà réalisé sur les 2 dernières années, donc 2023-2024, 4 sorties industrielles. On n'avait pas prévu le type de sortie, même s'il faut essayer d'anticiper les sorties. Ça, je pourrais approfondir, mais effectivement, ça s'anticipe. Ça s'anticipe, c'est-à-dire qu'il faut commencer à se demander assez vite qui pourrait racheter la boîte. Parce que il faut nouer des relations, il faut, si possible, faire un bout de business avec un futur acquéreur. C'est beaucoup plus facile de se vendre quand on a fait connaissance avec son futur acquéreur. Et donc, il se trouve que dans notre cas, les 4 premières sorties sont des sorties industrielles. Donc, GTR, c'était une boîte qui faisait du traitement de données marketing des, pour les marques chez les clients passant dans les magasins. Bon, et alors toutes les circonstances sont différentes d'une entreprise à l'autre. Là, il se trouve que le fondateur était malade et qu'il voulait passer le manche assez rapidement. Et donc, c'est une all-in, une boîte belge de digital marketing qui a racheté. Wonder Push, deuxième sortie industrielle, donc c'est un système de notification push pour des événements ou pour des opérations commerciales comme des soldes. C'est de la notification en masse, donc c'est de la tech, et ça a été racheté par une boîte de tech qui s'appelle Brevo, qui est en forte croissance, et ça s'est bien passé. Néonomade, c'était une start-up spécialisée dans la location de bureaux flexibles, hein, donc qui offrait des possibilités de louer des bureaux et qui a été repris par une boîte anglaise assez grosse, travaillant dans le même secteur, Worklib. Et puis, on a eu également eLamp,
qui est une start-up qui fait qui a un logiciel pour organiser les datas sur les compétences techniques des collaborateurs et qui a été racheté par 360 Learning, qui est pas une licorne, mais qui est une entreprise qui réussit très bien dans ce domaine de la formation à distance sur le mobile, 360 Learning. Bon. Et puis en ce moment, je suis en train de négocier une autre sortie, un autre exit que je n'ai pas noté ici, mais qui est également un exit industriel. Voilà, donc c'est assez facile de trouver des startups, c'est assez facile d'investir. Nous, on se réunit, on est 4, on se réunit et puis on dit tiens, on va y aller. On négocie un pacte d'associés, c'est souvent assez standard. Donc ça, c'est pas très compliqué. Accompagner les startups, bah, ça suppose qu'il y ait un bon fit avec les fondateurs, parce qu'il faut qu'ils aient envie. On ne va pas les forcer à se faire accompagner, ça n'a pas de sens. Ce qui est plus compliqué, c'est de revendre. Hein, moi, je m'en aperçois maintenant. Nous, notre fonds, il a maintenant 6 ans. On s'est donné une durée de vie de 10 ans, donc jusqu'à 2028. Il nous reste 4 ans et il nous reste 7 startups encore à vendre. Bon, ça prend du temps, ça prend du temps. C'est assez stressant pour les fondateurs. Et dans ce processus de consolidation industrielle, de vente des startups, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs parties prenantes. Il y a l'acquéreur, il y a les fondateurs, bon, qui vont être repris dans l'entreprise qui les rachète et qui vont négocier leur future présence dans cette entreprise. Et puis, il y a les actionnaires qui vont disparaître et qui ont envie de toucher de l'argent, du cash, le plus vite possible et le plus tôt possible. Bon, nous, on n'a pas fait de miracle pour l'instant. En moyenne, sur les 4 que je vous ai cités, avant earn-out, on a fait 1,6 fois la mise initiale. Mais il y a quand même, dans les 4 cas que j'ai cités, de l'earn-out, c'est-à-dire un complément de prix qui arrive au bout d'1 an, 2 ans ou jusqu'à 3 ans, selon des formules qui ont été négociées au moment de la négociation du deal. Voilà quelques éléments. J'ai peut-être été déjà un peu long. L'idée, c'est quand même de discuter avec vous. Je dirais en conclusion rapide que chaque start-up est une aventure. C'est une aventure humaine. Comment je passe au suivant là? C'est une aventure humaine avec les fondateurs. Euh, et c'est ça qui est passionnant, hein, parce qu'on apprend quand même à se connaître bien, parce que on vit au moins, on se parle au moins 2 ou 3 fois par mois. On assiste à tous les boards, on est là dans tous les moments difficiles. Donc, c'est une aventure humaine. Euh, Encore une fois, tout repose sur la personnalité des fondateurs. Le principal critère, finalement, c'est pas quel est le positionnement sur le marché, même s'il faut apprendre quel est le bon positionnement concurrentiel. La réalité, c'est que on choisit des personnes et que c'est dans ce choix des personnes que tout va se jouer. On a été confronté à 2 reprises déjà au départ d'un dirigeant fondateur. Ça, c'est compliqué parce que il faut, si on veut pas que ça finisse l'histoire, il faut trouver un autre dirigeant qui prenne un risque capitalistique parce qu'on veut qu'il soit associé au capital euh, et qui arrive à se légitimer malgré le départ du créateur et
à faire tourner l'affaire et à trouver le chemin de la croissance. On a réussi à le faire déjà une fois. Donc, le départ d'un dirigeant, c'est risqué, mais ce n'est pas nécessairement la fin de l'histoire. Alors, toutes ces aventures, start-up par start-up, c'est une histoire d'homme et c'est une histoire passage à l'échelle. On arrive donc, encore une fois, elles font 50 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Le passage du million d'euros, ça a l'air bête, mais c'est symbolique. Elles mettent 2, 3 ans, dans les cas, nous, qu'on a eus, sauf celles qui sont mortes, bien sûr, elles mettent au moins 2 ou 3 ans à passer le cap du premier million d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on commence à se dire, ah, il y a des chances que ça marche, mais il faut absolument qu'elles restent dans une dynamique de croissance, puisqu'elles prennent de la valeur avec la croissance. Et puis, je dirais, le deuxième passage symbolique, c'est, alors on peut dire c'est 5 millions, c'est 10 millions d'euros, je dirais d'ailleurs plutôt 5 millions d'euros. Nous, on en a déjà 2 qui ont franchi la barre des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on sait qu'elles ont pris de la valeur, incontestablement, et qu'elles ont un avenir. Alors que ce soit un avenir racheté par une plus grosse boîte ou avec d'autres levées de fonds, en tout cas, il faut qu'elles gardent la dynamique de croissance. Mais le passage des 5 millions d'euros, ça y est, c'est gagné. Alors, c'est pas évident d'ailleurs d'arriver à gérer en même temps, ça tous ceux qui ont dirigé des boîtes en développement le savent, c'est pas évident d'arriver à diriger en même temps, à garder la dynamique, je dirais minimum 20-25% de croissance annuelle, ça c'est le minimum, euh, tout en arrivant à organiser et à structurer une boîte parce qu'ils sont confrontés à tous les problèmes de n'importe quelle entreprise. Et donc, ce passage à l'échelle et cette capacité à garder une dynamique de croissance sont absolument fondamentaux. Et c'est là que se crée la valeur, dans ce passage à l'échelle. Voilà, j'ai fait cette introduction avec l'idée plutôt d'échanger avec vous sur vos propres expériences, si vous en avez, ou sur des questions auxquelles je pourrais essayer de répondre. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Cyril. Alors, on a beaucoup de questions. Donc, je laisse la parole à Nathalie. Tu es Ah, en mute, mute. Nathalie. Pardon. En effet, beaucoup de questions et beaucoup de participants ce matin, puisque on a atteint un pic de 230 participants. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Beaucoup de questions. Alors, évidemment, on ne répondra pas à toutes les questions, malheureusement. On a 39 questions. Donc, Attends. ça nous laisserait trop tard dans la matinée. La première étant, bonjour et merci pour cette présentation. Qu'est-ce qui a été le plus difficile de passer de grands groupes à des startups pour vous, Cyril? Bon, moi j'ai une passion pour le monde de l'entreprise. J'y ai consacré ma vie, hein. Et j'ai toujours eu 2 pieds, le pied gestion et le pied développement. J'ai toujours adoré le développement. J'ai créé des fonds de commerce quand j'étais chez TF1. J'ai créé Eurosport, j'ai créé Téléshopping, j'ai créé TF1 Édition. Donc j'étais passionné par la création, mais la grande différence, C'est voilà, on est appuyé sur un groupe. Quand j'ai créé TPS, par exemple, TPS, le bouquet satellite, c'était en 1996, c'est vieux. J'avais des actionnaires extrêmement puissants qui ont mis 700 millions d'euros. La mise de fonds sur TPS était 700 millions d'euros.
voilà, donc l'immense différence, c'est que dans les startups, on met son argent, les fondateurs mettent leur propre argent. Ils en ont en général très peu. Moi, j'en ai pas rencontré qui avaient une petite cuillère en argent. Donc, ils mouillent la chemise en risquant tout. Et les deux que j'ai cités qui sont morts, bah, ils ont travaillé comme des fous et ça s'est mal terminé. Alors, c'est pas dramatique en soi, mais c'est une énorme différence. C'est que dans un groupe, le salaire tombe quoi qu'il arrive et on a des actionnaires au-dessus qui mettent l'argent. Alors, ils attendent des résultats en retour, hein, bien entendu. Donc, on se met un peu à risque parce qu'on peut se faire virer ou on peut échouer et se dire qu'on n'est pas fait pour gagner. Mais je crois il y a une énorme différence avec la démarche de l'entrepreneur. Alors, moi, j'étais indirectement entrepreneur, hein. Les entrepreneurs, ce sont les fondateurs de start-up. Je pense qu'il y a effectivement un état d'esprit et un caractère entrepreneurial qu'on ne trouve pas ou peu ou pas toujours dans les grands groupes. Merci beaucoup, Cyril. Autre question, quels sont les enjeux de structuration de la start-up pour son passage de 1 à 10 millions? Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce passage que vous avez rapidement abordé? Alors, Ouais, on a un souci de son. Pas grave. Je répète la question peut-être? Voilà, pardon. Souhaitez-vous que je répète la Bon, question? les problèmes de structuration qu'on rencontre sont ceux qui existent dans toute entreprise. Donc, c'est petit à petit de créer une fonction financière. En règle générale, les startups n'ont pas les moyens de se payer un responsable financier. C'est exceptionnel. Alors donc, elle démarre avec un peu de part-time, mais elle se débrouille, elle bricole, elles suivent essentiellement leur trésorerie. Et il y a un moment où il va falloir faire comme dans toute boîte, c'est-à-dire mettre en place les KPI et donc créer une vraie fonction financière. Même chose sur les RH. Ce sont des dirigeants qui font tout eux-mêmes. Il n'y a pas de responsable RH dans une start-up qui naît. Et il y a un moment où il va falloir que quelqu'un, alors ça peut être le dirigeant lui-même, hein, mais ça peut être aussi la mise en place d'une fonction RH. Voilà, donc deux exemples de structuration en mettant en place des directions fonctionnelles. Et là, le risque, c'est de se retrouver avec des chefs. Et j'ai déjà cité l'exemple du directeur commercial. Moi, chaque fois qu'une start-up a mis en place un directeur commercial, elle a échoué. Elle a échoué parce que le directeur commercial, il dit, moi, je suis directeur, donc je vais encadrer mes jeunes commerciaux. Et ça marche pas parce que dans une start-up, on peut pas, même si elle est en train de grossir à 5 millions ou 10 millions d'euros, on ne peut pas se payer des échelons purement managériaux, ne faisant pas eux-mêmes, ne remplissant pas eux-mêmes tout ou partie de leurs fonctions dans la vente ou dans la... Voilà, donc dans un grand groupe, si vous êtes directeur financier, bah, vous avez en dessous de vous un chef comptable, un contrôleur de gestion en chef, un trésorier, donc vous managez les autres. Alors, ça demande un certain niveau de compétence, mais dans la start-up, même à 5 millions d'euros, le directeur financier, il ne va pas être purement dans une fonction de manager les autres. Et il fait tout ou partie du boulot par lui-même. Et je pense que c'est ça la difficulté. C'est
de structurer tout en évitant de créer des échelons purement intermédiaires de management. Merci beaucoup. Alors, très naturellement, Ah, on ne vous entend pas. dans ce sens, plusieurs questions. Nathalie, attends, Oui. je remets le son. On a vraiment des petits soucis de son. Vas-y, Nathalie. Alors, dans la continuité de ce que vient de dire Cyril, on a plusieurs questions qui sont extrêmement intéressantes, évidemment, du point de vue de Delville Management, puisque plusieurs managers de transition nous demandent, entre autres, comment voyez-vous l'aide que peut apporter le management de transition dans les startups pour ces restructurations? Pourquoi pas des managers de transition en part-time? L'idée étant de savoir effectivement dans quel cadre les managers de transition peuvent se positionner pour vous accompagner dans le cadre de structuration des startups. Ça, c'est une bonne question. Moi, donc, je suis confronté à ce sujet assez régulièrement parce qu'effectivement, c'est important d'avoir des gens expérimentés qui viennent faciliter ce passage à l'échelle. Et je vais prendre un premier exemple, je l'ai déjà utilisé, mais c'est la fonction financière. On n'a pas de quoi se payer un directeur financier, impossible. Donc, il faut prendre quelqu'un part-time. Et dans les cas que j'ai vus, un manager de transition part-time sur la fonction finance, ça peut le faire. Ça peut le faire parce que d'abord, il a la compétence, il a l'expérience. Et ça peut le faire s'il a le caractère et la souplesse pour s'intégrer dans une équipe de gens souvent très jeunes, hein. Il n'y a pas que des jeunes dans les startups, puisque nous, on a une de nos startups, Isaït, qui est dans l'intelligence artificielle, qui est dirigée par 2 personnes qui ont la soixantaine, mais c'est une exception. La plupart du temps, les fondateurs ont entre, je dirais, 25 et 35 ans, 40 ans. Donc, le manager transition part-time, il va falloir qu'il se retrousse les manches, bien évidemment. Il apporte son expérience, c'est pour ça qu'il arrive, mais il faut il prenne du plaisir et qu'il arrive à bien s'intégrer dans une équipe beaucoup plus jeune et où on n'a pas les références d'une organisation hiérarchique bien en place. Donc moi j'ai vu ça sur la fonction finance. Sur le commercial, alors ça peut être apporteur d'affaires, je dirais c'est la version minimale, et ça c'est très prisé hein, d'avoir des apporteurs d'affaires, mais ça peut être plus que ça. Donc c'est un manager de transition qui va arriver avec sa connaissance d'un secteur et avec son carnet d'adresses et qui va devenir un élément clé pour ouvrir des portes et réussir des deals commerciaux. Voilà. Alors, moi, j'ai pas encore eu l'expérience d'un DG de transition. Dans le cas que j'ai cité, ça c'est une startup qui s'appelle JobMaker, où la fondatrice avait quitté. Elle avait quitté parce qu'elle se sentait en situation d'échec pour continuer la croissance. Elle avait conçu, JobMaker, c'est une application digitale pour aider les collaborateurs dans leur mobilité, à bien définir leurs compétences et à bien exprimer leurs souhaits et à se faire accompagner avec la RH et JobMaker pour trouver la mobilité. Donc, la fondatrice ayant décidé de partir, on était bien embêtés. Donc, j'ai tenté un manager de transition DG, mais
il fallait absolument que ce manager de transition prennent des parts de capital. Nous, on voulait à minima qu'ils prennent 15 ou 20% de capital. Donc, ça voulait dire mettre de l'argent sur la table. Alors, on a fait des conditions avantageuses. La fondatrice a accepté de vendre avec un rabais significatif une partie de ses actions, mais on n'a pas trouvé tout de suite un manager de transition mettant, alors je ne sais plus combien il fallait mettre 100 000 euros sur la table, ce qui était non négligeable. Et puis on a fini par trouver quelqu'un assez jeune, déjà impliqué dans le monde de la HR Tech, et qui a pris le poste de CEO en mettant les 100 000 euros sur la table. Donc il y a cette question par rapport au poste de CEO de transition, c'est la question de l'investissement. Mais je pense qu'il y a vraiment de la place et que c'est passionnant de faire de la transition. L'autre problème, c'est que c'est mal payé, puisque malheureusement, toutes ces startups sont à court d'argent. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, les CEO des startups, quand ils se payent entre 2 000 euros par mois et jusqu'à 8 000 euros par mois, hein, pour donner. Voilà, on est dans cette fourchette. Donc, pour trouver, ça c'est le niveau du CEO, les autres sont moins payés encore. Donc, pour trouver les managers de transition qui acceptent de travailler à ces tarifs, si vous ramenez ça au prix de journée, ça fait un prix de journée qui n'est pas très épais. Alors, donc après, il faut que l'offre et la demande se rencontrent. Absolument. Merci beaucoup, Cyril. Autre question, est-il possible de lever des fonds pour le POC, y compris dans la construction d'un prototype industriel? De toute façon, il faut bien commencer, donc il faut commencer avec un peu d'argent. Et donc, c'est pour ça que je parlais du premier tour, qui est la toute première levée, Friends and Family. On est tous en train d'utiliser des mots anglo-saxons parce que c'est quand même de là que vient le venture capital et le monde du venture capital. Donc, Friends and Family, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous allez voir une banque en disant j'ai une bonne idée et je vais faire un POC, vous n'arriverez jamais à trouver une ligne de crédit. Bon, donc vous allez taper votre copain, votre conjoint, votre père, votre mère, et puis on va très vite, on va vous demander de donner des garanties sur votre propre argent. C'est là où le niveau de stress commence à augmenter. Alors, il y a des formules que je ne connais pas très bien qui permettent, les prêts JEI par exemple, qui permettent d'avoir un premier apport d'argent sans vous mettre trop à risque personnel, les prêts JEI, mais vous êtes de toute façon à risque. Et donc, c'est vraiment en tapant son entourage qu'on arrive à financer le premier POC. Merci, Cyril. Autre question, accompagnez-vous les startups sur les processus de fonctionnement, la mise en place de KPI et quels besoins expriment la plupart du temps les fondateurs que vous pouvez couvrir? Les fondateurs, on discute avec eux, on est à leur board, et on a des exigences aussi par rapport à eux. Et on a assez vite des exigences de reporting, parce qu'on veut savoir où ils en sont. Donc nous, notre première exigence de reporting, ça a toujours été le pipeline. Montrez-nous votre pipeline, qu'est-ce que vous utilisez comme outil de pipeline.
et on veut un premier suivi au niveau de la prise de commande, du pipeline et de la prise de commande. Ensuite, c'est nous, en tant qu'actionnaires, qui leur disons, mais en fait, on veut voir un budget et on veut avoir un reporting. Alors, au début, c'est pas mensuel, souvent c'est trimestriel, au niveau du chiffre d'affaires et de la trésorerie. Alors, le suivi de trésorerie, c'est quand même la chose la plus simple du monde, hein, puisqu'il suffit de regarder le compte en banque. Pour passer à la prévision de trésorerie, c'est déjà plus compliqué. Donc, c'est nous, en tant qu'actionnaires, qui commençons à leur mettre un peu de pression pour qu'on ait un suivi de trésorerie un peu plus clair. Et puis arrive un moment, ça prend en général au moins 2 ans, où on leur dit, ah ben voilà, la tête du reporting qu'on aimerait bien avoir. Donc, outre le pipeline et la prise de commande, outre le suivi de trésorerie, voilà les principaux KPI. Donc, c'est une discussion avec eux, avec les fondateurs. Je dirais, on les embête pas trop parce que il faut qu'ils passent l'essentiel de leur temps et de leur énergie sur la vente et sur le client. Et donc, c'est vraiment un processus de mise en place de KPI très progressif et il faut être souple. Et souvent, on voit des fonds qui arrivent et qui disent, voilà, moi, les normes de reporting, c'est ci, ceci, c'est cela, et qui ont tendance à être un peu trop directifs. Et nous, on a essayé d'éviter ça. Donc, c'est dans la souplesse. Tout se fait en progressif et dans la souplesse. Merci Cyril. Autre question, vous incitez sur la nécessité d'être plusieurs fondateurs et complémentaires dans le cas de jeunes entrepreneurs. Faites-vous une différence dans le cas d'un entrepreneur unique, mais qui a déjà fait ses preuves à travers plusieurs expériences? Alors, personnellement, j'ai été confronté à ça. Et donc, on a dérogé à notre règle d'avoir plusieurs fondateurs en se disant, bah tiens, celui-là, vraiment, il a une idée très intéressante et il a un track record et il a réussi à revendre sa boîte précédente ou plusieurs fois, il a fait la culbute, donc ça devrait marcher. Mais j'avoue que dans le cas auquel je pense, c'est GTR, là, qui a été racheté par Olin, j'en suis revenu parce que souvent, cet individu, on va avoir quand même du mal à dialoguer avec lui. Voilà, parce que justement, il a été dirigeant, seul dirigeant, il a fait déjà plusieurs opérations, donc il considère qu'il est suffisamment, il est plus connaisseur que nous de ce qu'il faut faire ou pas faire. Et donc, dans le cas auquel je pense, le dialogue a été difficile. Or, pour nous, c'est fondamental qu'on ait un dialogue, parce que si on investit, c'est parce qu'on a envie de suivre l'envol de cette affaire. Voilà, j'ai oublié de le dire, mais nous, on n'était pas du tout mus par la volonté de faire la culbute et de gagner de l'argent. Les deux fondateurs de MyCityCap, on a mis de l'argent, mais on n'avait pas besoin, on n'a pas besoin, on n'est pas payé, on est bénévole. Et on n'a pas besoin de ça pour vivre. On est tous les deux retraités d'ailleurs. Voilà, donc on le fait vraiment parce qu'on a plaisir à le faire. Nos associés qu'on est allé chercher, on leur a dit la même chose. On leur a dit on n'est pas du tout sûr d'avoir un rendement convenable. On vous promet absolument rien. Et on cherche avant tout des gens qui ont envie d'être au contact de start-up et d'essayer de les aider. Donc c'était ça notre motivation
et non pas de faire de l'argent. Alors, on sera content de faire de l'argent à la sortie, hein, bien sûr, mais c'est pas ça qui nous amuse. Alors, du coup, je vais rebondir sur une question assez intéressante. Vous dites, la vente des startups est difficile, mais est-il seulement un sujet de prix? Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est que sur notre échantillon, donc moi je prétends pas que tout notre échantillon est représentatif, hein, j'en sais rien du tout. 15 sur des centaines, voire des milliers de startups. Bon. Mais ce qui m'a surpris, c'est que les fondateurs se posent assez vite la question de la sortie. Moi, ma première embauche, c'était Francis Bouygues, fondateur du groupe Bouygues. Donc, Francis Bouygues, je ne l'ai pas imaginé une seconde en me disant, tiens, je vais rendre ma boîte. Pour moi, Francis Bouygues, c'était je vais conquérir le monde. Je vais mettre des chantiers de BTP partout dans le monde. Ensuite, je vais acheter une télévision. Ensuite, je vais aller dans d'autres secteurs, les télécoms. Donc, c'est un appétit insatiable de croître et d'embellir qui était son moteur. Et là, ce que je vois, c'est que là, hier soir, j'ai eu une discussion avec une de nos startups qui est en train de négocier sa sortie. Donc, c'est des gars, ils ont moins de 30 ans. Ça fait 4 ans qu'ils ont créé leur boîte. Et déjà, ils se posent d'eux-mêmes la question de la sortie. Alors, je ne sais pas s'ils se posent la question de la sortie parce que c'est trop de stress et ils se disent, j'ai tellement bossé, je suis tellement stressé que maintenant, il faut que je fasse un peu d'argent et que je m'achète un premier appart. Euh, ou si c'est parce qu'ils se disent je fais une première opération intelligente de consolidation et après ça va me permettre dans mon nouvel environnement de croître et d'embellir encore plus. J'avoue que je ne sais pas très bien ce qu'il emporte comme motivation, mais donc dans les cas que je connais, les fondateurs, il n'y a pas de résistance à l'idée qu'on se vende. Voilà. Et même dans le cas que j'ai déjà cité, où d'une de nos startups dans l'intelligence artificielle, dont les dirigeants ont déjà la soixantaine, euh, ils ont vraiment envie de se vendre, hein. Et là, c'est d'ailleurs le problème inverse, c'est-à-dire que on a plus de mal à trouver un acquéreur dans la mesure où l'acquéreur dit bon bah moi ils sont trop vieux, ils sont trop vieux donc ça vaut rien. Mais en tout cas chez les jeunes, je trouve qu'il y a pas mal de flexibilité et que l'idée de se vendre ne leur paraît pas affreuse. Alors, il y a aussi, et nous on n'en a pas trouvé, il y a aussi des licornes qui ont comme volonté de grandir et de dépasser les 100 millions d'euros et le milliard d'euros. Donc il y a aussi des entrepreneurs au long cours, et il en faut. Mais moi, sur mon échantillon, je vois qu'il n'y a pas de résistance à l'idée de se vendre. Merci beaucoup, Cyril. On va s'arrêter ici pour les questions parce qu'elles sont encore extrêmement nombreuses. Malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Je vais repasser la parole à Delphine. Merci infiniment pour ces échanges, Cyril. Et Delphine, à toi la parole. Merci Nathalie. Alors, merci infiniment Cyril. C'était tout à fait passionnant et on aurait pu continuer à échanger pendant quelques heures peut-être. Alors, si tu es d'accord, certains te contacteront peut-être pour poursuivre les échanges. Alors, évidemment, vous pourrez retrouver ce replay sur notre chaîne YouTube. Nous l'annoncerons sur notre page LinkedIn Delville Management.
Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le 12 septembre et nous retrouverons Éric de Truchy, qui est médiateur des entreprises et qui nous parlera de la résolution amiable des différends grâce à la médiation interentreprise. Alors, bien évidemment, je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très bon week-end et un très bel été. À très bientôt. Au revoir.